Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en Espagne et que vous souhaitez le mettre en vente, eh bien une des premières choses à faire, c'est d'en déterminer le prix de vente. C'est pas si facile que ça, car la plupart des vendeurs vont rester ancrés sur le prix auquel ils ont acheté, sur les travaux réalisés durant la durée dans laquelle ils ont été propriétaires, l'appât du gain de la plus-value et plein d'autres éléments qui souvent brouillent un petit peu les pistes et nous font perdre le bon sens quand on a besoin de déterminer le prix de vente. Je vous dévoile donc dans cet épisode les 3 clés pour définir de la meilleure façon le prix de vente de votre bien immobilier. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clémenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier inscrite au barreau de Barcelone en Espagne. J'accompagne depuis 2023 mes clients, français ou francophones, professionnels ou particuliers, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Ne perds pas le Sud, boussole de l'immobilier en Espagne, et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à le recommander, car je vous livrerai des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Bonne écoute! En plus de 18 ans de carrière professionnelle dans le droit immobilier en Espagne, moi, j'ai vu absolument tout et n'importe quoi sur les prix de vente des biens. J'ai vu des vendeurs qui me disaient moi, j'ai besoin de X argent pour mon nouveau projet, donc je vais mettre en vente. Je suis propriétaire de plusieurs biens, je vais mettre en vente ce bien à X parce que j'ai besoin de X pour mon nouveau projet. J'ai aussi entendu, écoutez, moi j'ai fait des travaux, toutes mes factures depuis 10 ans que je suis propriétaire, je vais les ajouter, les impôts, les travaux, les frais que j'ai engagés sur le bien, et ça va être mon prix de vente. J'ai aussi vu un vendeur qui est venu me voir en me disant moi j'ai vu une pancarte 3 rues derrière la mienne qui disait qu'un bien était en vente à tant, donc le mien c'est pas trop loin, voilà, ça va coûter tant, donc je le mets en vente à tant. Donc il y a aussi des gens qui on m'a dit on m'a dit que je pouvais le mettre en vente à tant. Mais c'est qui le on m'a dit? C'est quelqu'un qui s'y connaît ou qui s'y connaît pas? Parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Et puis, j'ai vu aussi des prix qui variaient en fonction de la saison, de l'époque de l'année. Donc pour vous dire que j'ai vraiment vu tout et n'importe quoi. Sauf que il faut quand même savoir que déterminer le prix de vente d'un bien, c'est un métier. N'importe qui n'est pas capable de le faire. Et on ne le fait pas n'importe comment. Parce qu'à partir du moment où vous avez pris la décision de vendre votre bien immobilier, votre objectif, c'est de le vendre le plus rapidement possible et le mieux. Mais en tout cas, votre objectif, c'est de le vendre. Donc, si vous faites n'importe quoi sur le prix de vente, il y a beaucoup de probabilités que vous ne le vendiez pas finalement. Donc, c'est pour ça que déterminer le prix de vente, c'est un métier. Il faut faire appel à des professionnels qui peuvent vous faire une estimation de ce bien, de ce prix de vente, c'est indispensable. Moi, je suis avocate, comme vous le savez, spécialisée en droit immobilier. Dans mon cabinet d'avocat, nous avons un département immobilier qui est géré par mon associé qui s'appelle Anthony et qui s'adonne tous les jours à évoluer au mieux et au plus précis le prix de vente des biens immobiliers de nos clients. D'ailleurs, notre devise, c'est suivez-nous et nous vendrons pour vous. Suivez-nous et nous vendrons pour vous. Pourquoi ? Parce que si vous faites appel à nous pour qu'on mette en vente votre bien, c'est qu'on a quand même une expertise et un savoir-faire derrière. Donc, on va vous donner des conseils. L'idéal, quand même, c'est de suivre ces conseils. Parce que si vous en faites qu'à votre tête, vous prenez des photos avec votre portable, vous mettez votre bien sur les portails immobiliers, vous définissez votre prix comme bon vous semble, et puis, advienne que pourra, on verra si vous le vendez ou pas. Mais en tout cas, si vous faites appel à des professionnels, l'idée quand même, c'est d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Les 3 clés pour déterminer le prix de vente, c'est ce que je vais vous livrer aujourd'hui. La première clé, c'est, il n'y a pas de secret, il n'y a pas à tortiller, le prix de vente d'un bien, c'est le prix du marché. Ni plus, ni moins. C'est pas le prix auquel vous avez envie de le vendre, le prix auquel on vous a dit que ça se vendait, le prix dont vous avez besoin pour un futur autre projet. Non,
le prix de vente d'un bien, si vous voulez le vendre, c'est le prix du marché. D'accord? Ça, c'est important. Et il y a une méthodologie, bien évidemment, pour déterminer le prix du marché. Moi, je ne me réveille pas le matin en me disant cet appartement, c'est tant. Non, il y a une méthodologie qui est de comparer des prix des biens situés au même endroit. Et quand je dis au même endroit, c'est idéalement dans la même rue à 1 ou 2 numéros du vôtre, voire éventuellement dans le même quartier s'il y a peu d'offres, mais le plus près du vôtre, parce que ça, c'est très important. Il faut comparer des biens qui soient situés au même endroit et qui ont les mêmes caractéristiques. D'accord? Donc, si vous me dites, oui, j'ai vu une pancarte 3 à 4 rues plus au nord ou plus au sud de votre appartement, c'est peut-être plus le même quartier, c'est peut-être plus le même prix du marché. Donc, il faut être vigilant avec ça. Alors, on fait avec ce qu'on a sur les offres actuellement, c'est-à-dire que on peut ne pas avoir de biens qui se situent exactement au même endroit ou à 1 ou 2 numéros de différence et qui aient les mêmes caractéristiques. Ça, c'est possible, ça dépend de l'offre qu'il y a sur le marché. Donc, si on n'a pas de bien qui nous sert de référence pour déterminer, eh bien, on fait une pondération entre les biens qui sont en vente, qui sont peut-être un petit peu plus loin, un petit peu moins bien placés ou qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Et on les compare avec le bien en question qu'on a en mandat de vente et on fait des bonus et des malus. D'accord? Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, nous, quand on prend en charge un mandat de vente, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie avec notre mandat un tableau comparatif des biens qui nous ont servi de référence pour comparer le prix. Ensuite, on fait un ratio au prix au mètre carré qu'on va multiplier en fonction du nombre des mètres carrés de l'appartement pour en déterminer le prix. Mais on ne fait pas ça au pif. C'est vraiment une méthodologie à suivre. C'est pas au petit bonheur la chance. D'ailleurs, il y a des experts immobiliers, ce qu'on appelle des tasadores, des tasación, qui sont des experts immobiliers qui suivent la même méthodologie parce que c'est une méthodologie qui est mise en place, qui est prévue par une loi. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons créé notre propre méthodologie. C'est prévu par un décret royal en Espagne pour déterminer le prix de vente. D'accord ? Ces experts immobiliers, en règle générale, ils le font dans le cadre de financement. Quand vous avez besoin d'un financement, c'est la banque qui les engage pour déterminer le prix dans le cas de una tasación. Mais si ça peut être aussi une option. Si vous n'avez pas suffisamment confiance dans le professionnel qui vous a déterminé le prix et que vous êtes persuadé que ça vaut plus, après, les erreurs, ça peut arriver, on est tous humains. Mais bon, vous pouvez du coup comparer peut-être plusieurs agences immobilières ou demander una tasación. D'accord? Ça, c'est possible. Et j'ai envie de vous dire que si le prix du marché ne vous convient pas, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait appel à une agence ou 2 agences, ou voilà, on vous dit votre appartement il vaut tant, et que vous êtes totalement en désaccord avec le prix du marché parce que vous espériez vendre beaucoup plus, en règle générale c'est souvent dans ce sens-là, c'est jamais dans l'autre sens, eh bien c'est peut-être que tout simplement c'est pas le moment de vendre finalement. Donc ça sert à rien de forcer les choses parce que dire à un agent immobilier ou à nous qui avons un département immobilier au sein du cabinet d'avocats, vous m'avez dit de vendre à 100, mais moi je veux vendre à 200, clairement, c'est une situation très inconfortable parce que si le prix du marché c'est 100, moi je vais avoir un bien en vente que je ne vais pas vendre, pour lequel je ne vais pas avoir de visite, ou alors si j'ai des visites, on va me négocier le prix à 100. Donc en fait, tout le monde perd du temps. Donc c'est peut-être tout simplement pas le moment de vendre si vous n'êtes pas d'accord avec le prix du marché qui a été déterminé selon cette méthodologie. Donc, de 2 choses l'une, soit vous souhaitez vendre, auquel cas vous écoutez les conseils et il y a un prix du marché qu'on respecte, soit vous n'êtes pas pressé, ou soit tout simplement c'est pas au prix du marché, vous n'allez pas vendre, il va rester très longtemps sur le marché. Et un bien qui reste longtemps sur le marché, c'est un bien, on a limite perdu l'opportunité de le vendre parce que les gens qui cherchent et qui ont créé des alertes, ils vont le voir passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un moment, ils vont se dire « Ouais, ok, il y a un loup parce que ça fait trop longtemps qu'il est en vente. » Le loup, c'est qu'il n'est pas au prix du marché. Ou il y a peut-être d'autres loups, je ne sais pas, mais ça peut être un des loups. La deuxième clé, et c'est totalement indispensable, c'est de faire confiance aux professionnels qui vous accompagnent dans ce dossier.
s'il y a pas une relation de confiance qui a été mise en place, bah, tout simplement, moi, mon conseil, c'est de changer de professionnel, hein. Ça court les rues, les professionnels, hein. Donc, soit il y a vraiment un feeling avec cette personne, vous avez une relation de confiance, auquel cas on y va. Soit, si c'est pas le cas, bah, vous débutez déjà très très mal la vente de votre appartement, parce que déterminer le prix de vente, c'est le point zéro de cette démarche. Donc, si vraiment au point zéro, il n'y a pas de relation de confiance et vous n'êtes pas d'accord sur le prix, etc., bah, au final, ça va coincer sur tout le processus de vente. Ils doivent aussi vous conseiller, alors, on détermine le prix du marché, mais ce prix du marché, il va varier en fonction donc du bien qu'on a et il peut varier en fonction des investissements ou des travaux qu'il est possible de valoriser. Parce que, et je reprends l'exemple d'un des clients qui était venu me voir, ça faisait 10 ans qu'il était propriétaire du bien et il m'avait apporté un dossier gros comme ça en me disant, ben voilà, j'ai toutes les factures de tous les travaux que j'ai faits, tous les investissements, les réparations, l'entretien, les impôts, les charges, etc. Ouais, enfin, les charges de copropriété, vous les avez payées parce que vous êtes propriétaire et parce que vous avez bénéficié de ça. Mais vous ne pouvez pas accumuler toutes les charges de copropriété payées et le rajouter au prix de vente aujourd'hui. C'est totalement inconcevable. C'est pas juste et équilibré pour aucune des parties. Donc, c'est pas normal de faire ça. Donc, faites confiance aux professionnels qui vous disent ça oui, ça non. Parce qu'ils le savent, parce que ça fait 18 ans qu'on fait ça et tout simplement, on le sait, si vous voulez vendre, il faut suivre ces conseils-là. Moi, j'ai vu un vendeur qui n'a d'ailleurs malheureusement donc pas vendu sa maison, qui était dans un lotissement. Les lotissements en Espagne, eh bien, il n'y a pas la voirie et pas toujours totalement finalisée. Et quand elle est mise en place, parfois, dans certains lotissements, la mairie peut demander aux propriétaires de participer économiquement aux charges et aux frais de la voirie. Et là, ça avait été le cas. La route qui était pas bétonnée et donc dès qu'il pleuvait, ça ruisselait, la terre ruisselait, il y avait des inondations, etc. Ils ont bétonné la route, mais en bétonnant la route, ils ont demandé concrètement à mon client, donc à ce vendeur, environ 10 000 euros de participation dans le bétonnage de la route. Sauf que ça faisait 5 ans que la route était bétonnée et qu'il avait effectivement payé ces 10 000 euros, mais disons que pendant 5 ans, il a quand même bénéficié du fait qu'il avait une route bétonnée et qu'il pouvait rentrer chez lui sans utiliser un 4x4 pour pouvoir arriver chez lui. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répercuter, ou du moins qu'on ne va pas pouvoir répercuter euro pour euro. Pareil, j'ai des vendeurs qui me disent, moi, j'ai changé la chaudière ou j'ai fait peindre mon appartement, donc ça, je veux le mettre dans le prix. En fait, non. C'est-à-dire que vous achetez un appartement, vous vendez votre appartement. S'il y a des chauffages et il y a des radiateurs, il faut que la chaudière, elle fonctionne. Ça, c'est clairement un frais d'entretien. C'est pas un travaux d'amélioration. Autre chose, c'est de me dire, il n'y avait pas le chauffage, on a fait installer le chauffage. Ok, ça, c'est autre chose. Parce que déjà, l'investissement est beaucoup plus important, mais vous avez acheté la chaudière d'une part, mais aussi vous avez mis en place toute l'installation de chauffage, la tuyauterie, etc. Ça, c'est différent parce que vendre un appartement avec chauffage ou sans chauffage, ça fait la différence. Par contre, vendre un appartement avec chauffage dont la chaudière ne fonctionne pas, pour moi, c'est un malus. Ça ne fait pas la différence. Donc, s'il faut changer la chaudière pour qu'elle fonctionne, ça, c'est à votre charge. On ne peut pas faire gonfler le prix de vente pour ça. Par contre, vous avez une maison avec 3 chambres et puis vous avez fait un agrandissement dans le jardin et aujourd'hui, il y a 4 chambres. Là, clairement, on prend ça en compte parce que vendre une maison avec 2 chambres, c'est pas la même chose que vendre une maison avec 3 chambres. Ça augmente sa valeur, donc le prix du marché est plus important. Pareil, si vous avez refait à neuf du haut en bas la salle de bain et la cuisine, c'est aussi, alors peut-être pas à l'euro près, mais c'est aussi un point bonus pour l'appartement qui fait que par rapport à un appartement situé dans le même quartier qui va avoir la salle de bain et la cuisine à refaire, vous, c'est déjà refait. Donc ça, c'est un point positif et c'est un bonus. Donc on peut effectivement le prendre en compte dans le prix du marché. Pareil, si c'est un bien loué et que vous vendez un appartement en investissement locatif, donc avec un locataire dedans, avec un bail bien rédigé, avec un loyer au prix du marché, etc., clairement, ça donne de la valeur à l'appartement. C'est pas un appartement qui va être intéressant pour tout le monde, parce que si les gens cherchent pour leur résidence principale, ils vont le mettre de côté.
Mais pour un investisseur, évidemment, le prix du marché, sachant que derrière, il y a une rentabilité, eh bien, ça fait un prix du marché un peu plus important. Donc ça, c'est important aussi. Si le bien est à l'abandon ou nécessite de gros travaux, eh ben, il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a deux. En fait, là, vous allez devoir prendre une décision, et c'était le cas d'une maison qu'on avait dans le Penedès, elle faisait suite à une succession. Le papa était décédé et les enfants et la maman, avaient laissé la maison à l'abandon. Ça faisait 2 ans que la maison. Alors, dans abandon, entendez que l'entretien régulier de la maison n'avait pas été fait. Donc, c'était des tuiles, notamment en ardoise. Il y avait de la mousse sur les tuiles parce qu'ils n'avaient pas entretenu ça. Mais là, il y a 2 solutions. Il y a une décision que vous avez à prendre avec 2 solutions. Soit vous laissez en l'état et vous vendez au l'état, auquel cas on ne peut pas vendre au prix du marché, ça sera toujours un petit peu en dessous du prix du marché, parce qu'on ne peut pas prétendre vendre un bien qui est à l'abandon ou qui nécessite de gros travaux au prix du marché et au même prix qu'un appartement ou une maison qui sont sans travaux. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous prenez la décision de ne rien faire et de vendre en l'état, il faut baisser un petit peu le prix par rapport au prix du marché. Ou alors, vous dites, OK, moi, je veux vendre au prix du marché et je suis prêt à faire l'entretien qui est nécessaire ou les travaux parce que finalement, je serai gagnant. Je vais mettre 2 000 dans les travaux et ça va me permettre de vendre peut-être 20 000 de plus. Je vous dis n'importe quoi en termes de ratio de travaux par rapport au prix du marché, mais c'est pour que vous ayez une idée. Peut-être finalement, la décision à prendre, c'est de faire vous et de prendre vous en charge ces travaux pour présenter ensuite sur le marché un bien impeccable sur lequel on ne va pas vous dire oui, mais j'ai des travaux à faire, alors je vais négocier le prix. Parce que c'est un petit peu aussi ouvrir la porte à la négociation s'il y a des travaux à faire. Donc, il faut en être conscient. Il y a une question qu'on me pose de temps en temps qui est, est-ce qu'il faut que je prévoie un prix malgré tout plus haut que le prix du marché pour anticiper des éventuelles négociations? Alors, ma réponse, elle est très claire. C'est, en règle générale, un bien au prix du marché, il va se vendre avec très peu de négociations. Vous pouvez prévoir une mini marge de négociation. Déjà, ça dépend du type de bien et du prix de sortie parce qu'on ne négocie pas de la même façon un appartement de 2 chambres à 300 000 € à Barcelone qu'une maison avec piscine et jardin qui vaut près de 1 million d'euros. Ce n'est pas du tout la même marge de négociation et la même marge de baisse du prix. Mais de façon générale, pour définir une ligne générale, on peut prévoir une petite marge de négociation. Mais encore une fois, je vous le répète, si le prix, il est au prix du marché, vous allez voir que en fait, les négociations, elles vont être minimes, voire pas du tout existantes. Moi, personnellement, j'ai vendu donc un appartement dans lequel je vivais avec mon mari, qui était un rez-de-chaussée avec jardin dans la province de Tarragone. On l'a vendu l'année dernière. On l'a mis au prix du marché. On l'a mis en vente le vendredi après-midi à 16h. Eh bien, à 18h, j'avais déjà 4 visites pour le samedi, donc le jour d'après. On l'a vendu lors de la première visite. J'ai dû annuler les 3 autres visites. Et on l'a vendu au prix. Elles sont arrivées, elles sont tombées amoureuses de l'appartement, les acquéreurs. Et elles m'ont dit, OK, c'est le prix. Enfin, OK, on achète. On vous met sur la table les 3 000 € de réservation. On achète et on négocie pas. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si c'est au prix du marché, ça va être vendu. La 3e clé et la dernière clé, qui est totalement indispensable. Peut-être que ça ne vous était même pas venu à l'esprit, mais je l'ai déjà vu et pas qu'une fois. Donc, je le dis parce que c'est très important. Une fois que vous avez déterminé un prix, qu'il est publié sur les portails immobiliers, qu'il est annoncé et commercialisé à ce prix, on ne peut jamais l'augmenter. C'est un no way, vraiment. Si vous l'augmentez, vous perdez toute crédibilité. Et personnellement, dans mon cabinet, on ne fait pas ça. C'est pas du tout éthique ni loyal. J'ai un client qui donc m'a mis en vente une maison à 250 000.
On l'a eu en vente pendant 1 an et demi. Et puis, quand l'été est arrivé, il m'a appelé, il m'a dit: «Audrey, on n'arrive pas à vendre, depuis 1 an et demi, j'ai envie de vendre. L'été arrive, il va y avoir plein de touristes, il va y avoir plein de gens intéressés. On va augmenter le prix à 295 000 €». Non mais what? Enfin, c'est totalement déraisonné, ça n'a aucun sens. On perd toute crédibilité. Ça fait déjà 1 an et demi que le bien est en vente, on l'a pas vendu à ce prix-là. C'est pas en augmentant le prix qu'on va le vendre. En fait, clairement, et c'est en ça que mon cabinet ne le fait pas parce qu'on considère que c'est pas loyal ni éthique, c'est clairement, c'était juste l'appât du gain et l'envie d'arnaquer les gens. Mais clairement, si on réfléchit, qu'on prend un peu de la distance, si vous ne nous avez pas vendu à ce prix-là, vous n'allez pas le vendre plus cher, hein. Ça, c'est évident. Donc, c'est très, très important. S'il y a plusieurs agences ou canaux de distribution, de commercialisation du prix, bah, la moindre des choses, c'est que toutes les agences doivent commercialiser au même prix. Pareil, pour gagner en crédibilité, parce que si moi, je vends à 250 000, mais qu'il y a une autre agence qui vend à 245 000, bah, clairement, ils vont pas m'appeler. Ils vont aller voir l'agence à 245 000. Et ça, c'est la grande porte ouverte à la négociation du prix. Parce qu'à 245 000, ils vont appeler, ils vont visiter, mais ils vont continuer à baisser le prix. Parce qu'ils vont dire, ah ben, il y a une différence de prix, donc on va négocier le prix. Même si, ça c'est possible, vous pouvez avoir des accords différents avec les différentes agences immobilières, parce que peut-être que les honoraires sont pas le même pourcentage, parce que peut-être qu'on ne propose pas les mêmes choses. Moi, dans mon département immobilier, on propose une commission d'agence qui prévoit le côté commercialisation, agence immobilière, mais le côté aussi juridique, conseil juridique, rédaction des contrats et derrière accompagnement fiscal après que la vente soit faite, notamment pour les non-résidents. Donc évidemment, dans notre commission, eh ben, ça comprend tout ça. Si une autre agence comprend que le volet immobilier, commercialisation, visite et ne fait pas d'autres choses que nous, on ne fait pas, peut-être que sa commission est plus petite. Ça, c'est fort possible. Mais de façon générale, il va falloir que le bien soit commercialisé au même prix par tout le monde, parce que sinon, vous perdez en crédibilité. Et pour finir sur cette troisième clé de ne jamais augmenter le prix, si le bien est en vente après plusieurs mois de vente et qu'il n'est pas vendu, alors, il peut y avoir plein de raisons, mais si la raison, c'est que le prix est trop élevé, bah, vous n'avez pas d'autre choix, hein, il va falloir le baisser. Et ça, bien évidemment, pas l'augmenter, ça coule de source, mais il y a un moment, il faut accepter de baisser le prix. Moi, les clients qui me disent « Non, on maintient le prix », mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui vous appelle et qu'on fait une visite, ben, on pourra négocier le prix. Bah, à ce moment-là, autant qu'on baisse le prix. Parce que, alors, je ne vous dis pas de le faire dans les premiers mois hein, de la commercialisation, mais si ça fait 1 an que c'est en vente, voire 2 ans, et que vous n'avez pas vendu encore et que vous n'avez pas de visite, bah, le problème, c'est le prix. Là, il n'y a pas à tortiller. Donc, si à ce prix-là, on n'a pas de visite, bah, il faut baisser le prix. Si on prétend qu'on attend les visites pour baisser le prix, mais si on n'a pas de visite, qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne vend pas. Donc, il faut baisser le prix au niveau de la commercialisation, publier une baisse du prix pour essayer d'avoir des visites. Parce que sans visite, évidemment, on ne va pas vendre le bien. Ça coule de source aussi. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous ai exposé mes 3 clés pour déterminer le prix de vente. Si vous avez l'intention de vendre votre bien immobilier, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pouvons donc vous accompagner dans vos projets immobiliers partout en Espagne, même si nous avons des bureaux en Catalogne. On est compétent sur toute l'Espagne, avec éventuellement, si besoin, l'appui d'un collaborateur local pour les visites. Mais sachez voilà, que nous, on accompagne nos clients dans toute l'Espagne et que nous serons ravis de prévoir donc un rendez-vous téléphonique avec vous pour en discuter. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt.